Alors bonjour, une petite vidéo sur le cycle des vertus contre les péchés. Alors là, ça va être la dernière vidéo, enfin du cycle normal, il y aura une conclusion par la suite qui reprendra un peu ce qu'on a amené sur les différentes éléments. Et puis on va comprendre en fait aujourd'hui comment va s'articuler la charité contre la paresse. Donc c'est la plus haute vertu contre forcément un des péchés les plus graves et qui correspond en fait au dernier corps, hein, celle qui est la fontenelle, hein, au-dessus de la tête. Alors, quand on va parler donc de la paresse et de la charité, là encore, il y a des choses qui sont relativement galvaudées, avec d'un côté une charité qui serait niaise, hein, et puis une paresse qui serait finalement une sorte de repos légitime. Alors là encore, l'usage, on voit qu'il y a un combat. Alors ici, on va essayer de remettre correctement un peu les vertus qui sont en place. Alors, donc la charité, en fait, c'est plutôt le fait d'éviter de faire souffrir les autres. Et en réalité, quand on commence à se préoccuper des souffrances des autres, hein, l'autre est différent, et donc dans sa différence, il a des zones de souffrance, et il faut aussi accepter qu'on a des zones de souffrance qui n'en sont pas pour les autres. C'est un peu la distribution, on a la distribution d'un talent, mais aussi une distribution des faiblesses de chaque individu, et ces faiblesses, eh ben, il faut essayer de faire avec. Alors, la charité va avoir ce premier élément, ce premier conflit avec la paresse, ça va être cette question de repos, cette question de repos, cette question de sérénité. Parce qu'en fait, la paresse n'est pas simplement en fait de se reposer, d'être inactif, mais c'est de profiter en fait de la souffrance de l'autrui. Et donc pour ne pas agir. Donc effectivement, ça peut être le fait de se reposer, mais se reposer au détriment de souffrances d'autres personnes. C'est une précision qui est essentielle pour moi pour aborder ce que moi j'appelle la paresse et non une forme de repos ou même un lâcher-prise par rapport au travail qui aujourd'hui, avec les burn-out qu'on peut voir, l'ensemble des maladies psychiques qui atteignent la population, en France, on a des records de traitement d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, etc. Et donc, il y a dans ces combats, en fait, on voit à travers ces soins, une volonté d'aider les gens qui sont en souffrance, hein, ça c'est une bonne chose, mais aussi qu'il y a une paresse qui est masquée. Alors, effectivement, la paresse va essayer de profiter de la souffrance des autres ou des faiblesses des autres pour les dominer. On a un certain nombre de façons de dominer les gens en touchant leurs sujets sensibles, en touchant leurs tabous et en utilisant ces tabous pour les amener à faire ce que on souhaite. Hein. Là où la charité va agir de façon à préserver en fait préserver les autres avec une forme de bienveillance, donc déjà une forme de douceur, une forme de délicatesse pour amener les choses. Il y a à travers cette charité aussi les zones d'action inutiles. C'est-à-dire que c'est la charité qui va utiliser par exemple la simplification pour dire bah oui, là c'est utile de faire ça, là c'est inutile d'aller faire ça parce qu'il y a des machines, parce qu'il y a des gens qui peuvent le faire, parce que ceci, parce que cela. Donc cette préoccupation va amener aussi à simplifier son propre travail. En disant, ben voilà, en hiérarchie, ben, ce qui est urgent, parce que ben, là, il y a quelqu'un qui est en souffrance, c'est tout de suite.
Il y a des choses qui le sont beaucoup moins, et puis des choses qui sont inutiles ou franchement inutiles. Donc des choses qu'il vaut mieux ne pas faire parce que, en fait, ça n'apporte rien. Donc, une fois que l'on a ça, en opposition, la paresse va amener de la complexité pour dire de manipuler les autres, d'avoir un aspect manichéen, et donc à travers ça, de pouvoir en fait dire, bah oui, t'as pas encore fait tout ça, c'est pas assez, nanana, même si l'acte à réaliser, le travail réalisé est inutile. Et donc, comme c'est un acte qui serait plus ou moins inutile, mais juste dans l'idée de domination et de soumission d'autrui, voilà. Donc on a dans cette idée-là de la paresse le petit chef qui a une petite autorité et qui va en profiter pour tyranniser finalement ses subalternes, non pas dans le sens où le travail est compliqué et que tout le monde est dans une période difficile, comme on pourrait imaginer aujourd'hui les hôpitaux avec le Covid, à traiter toutes des vagues de malades, et là tout le monde souffre, ceux qui sont opérationnels, etc. Mais plutôt des petits chefs qui vont faire souffrir leurs subalternes pour leur faire porter pour leur faire porter le travail, et puis de eux se protéger. Moi je me souviens d'une conférence avec des députés qui remettaient en cause une grande entreprise sur des pratiques qui n'étaient pas légitimes. Et c'est un petit jeune de 22-23 ans qui venait répondre pour l'entreprise. Donc vous voyez, qui venait répondre comme ça directement, des phrases préapprises, avec des positions simplistes. Sous-entendu, ceux qui avaient les responsabilités ne s'étaient même pas déplacés vers les députés pour pouvoir dire, bah oui, là, on est dans l'usage normal de nos pratiques. Là, il y a une erreur qui est au-delà de, de, de nos capacités. Là, c'est une succession d'accidents, mais c'est rarissime, ça arrive une fois jamais, ou au contraire, il y a un manquement, il y a eu, même pire, un acte de vengeance, par exemple, d'un ancien salarié sur l'entreprise qui a eu pour conséquence je sais pas moi, des bouts de verre dans des produits alimentaires, des choses comme ça, qui peuvent avoir quand même des répercussions significatives sur les personnes, sur leur santé. Donc ça c'est les premiers éléments où on peut se dire, voilà. Donc on a parlé du premier problème, la question du repos, où la charité, en voyant ce qui était inutile, et à travers sa simplification, finalement se permet du repos, et se permet aux autres de se reposer. Là, en l'occurrence, la paresse va amener cette forme de domination qui va certes délester le poids sur d'autres personnes, mais ce poids-là, comme il est lourd pour les personnes qui les subissent, il y a quand même une pression qui est omniprésente à mettre sur les personnes qui sont en dessous. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être cet affrontement sur le rapport humain, avec l'idée que la charité va être dans une préoccupation de soulager les gens. Et ça, donc il va avoir des gens, donc c'est pour le deuxième combat, avec des gens qui d'un côté veulent simplifier en dégageant des axes forts pour pouvoir être efficaces, et de l'autre, des personnes qui vont défendre leurs prérequis, qui vont défendre leurs précarés, avec des complexifications, avec des procédures, avec des éléments qui rallongent, qui compliquent, et même qui, des fois, bloquent tout simplement la situation. Ça va être le deuxième point. Puis le troisième point, qui va être essentiel, c'est l'idée de la quiétude et la sérénité qui va venir avec la charité. Alors, la charité va essayer, dans des postures, de dire, oui, là, il y a eu des souffrances,
là il y a eu des gènes, là il y a eu des choses qui ont été inutiles. Et personnellement, par exemple, j'ai été témoin de ça, mais je n'ai rien fait parce que le peu que j'ai fait déjà me crée beaucoup de souffrance. Et, voilà. Et là où la paresse va construire en fait des, des stratégies pour utiliser une menace ou une souffrance, c'est-à-dire un danger. Je pense là à la question de la responsabilité de la Seconde Guerre mondiale face à la souffrance de populations qui étaient martyrisées, et de l'autre, des personnes qui utilisaient en fait ces spoliations, ces vols, cette oppression pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir gagner des honneurs, pour pouvoir gagner des postes à haute responsabilité. Et donc cette question de cette résistance, par exemple, on a un musée ici pas loin, le musée de la résistance à Bondu. Je vous recommande d'aller voir quand ça sera ouvert, on pourra y aller. Et ça fait 2 heures, c'est bien. Et puis le travail de mémoire est essentiel. Donc on revient sur la question de la charité. Et de peser la responsabilité des individus les uns par rapport aux autres. Là où on va avoir la charité, c'est sûr que pour l'abbé Pierre va commencer tout jeune à faire passer des gens en Suisse en traversant les montagnes. Donc tout de suite, il va être une sorte de modèle de résistance, et ce que moi j'apprécie d'autant plus, un modèle de résistance non violente. Donc c'est de résister dans la mesure où on peut le faire sans devoir arriver à opposer la souffrance. Alors, je vous renvoie à la vidéo sur la justice pour la question de la violence légitime ou la violence qui ne l'est pas, qui est en dessous. Mais là, sur la charité, c'est quelque chose, c'est dans la démarche de la charité, c'est quelque chose qui est exclu. Néanmoins, si la résistance a peut-être une démarche de charité, on peut admettre que la paresse du collaborationniste, qui utilisait la force militaire et l'oppression du nazisme pour asseoir sa position sociale, pour avoir de la richesse, etc. Et une fois qu'on arrive sur cette paresse, on peut voir que certains ont utilisé la force de l'armée pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir gagner des avantages ou des richesses. Alors, ces paresseux, entre guillemets, on va les retrouver aussi pendant la purge, au moment de la libération, et ils vont peut-être avoir aussi les mêmes démarches à profiter de l'élimination d'un concurrent, d'abuser une femme dans cette situation d'anarchie. Donc voilà. Et donc voilà. Et donc la charité, sur le musée de... Je vais terminer avec cette anecdote pour faire des petites vidéos, des petits formats, voilà. La charité va, à travers le musée, présenter différents types de résistance. Et je conserve souvent cette anecdote où, en fait, par exemple, une des actes des résistances, on voit très bien, je prends l'exemple de l'abbé Pierre, parce que c'est un épisode de sa vie qu'on ignore à l'heure d'aujourd'hui. On sait ce qu'il a fait avec Emmaüs, puis le reste du cœur, etc., tous ces épisodes-là. Et donc il y a toute une armée de bénévoles que je tiens à saluer à cette occasion. Mais on ignore qu'il a été aussi un résistant non violent dans le début de sa vie. Et il y en a eu d'autres qui ont fait ce même schéma. Et dans les actes de résistance, il y avait quelque chose que j'ai trouvé assez amusant, notamment dans les industries, où c'était limiter le développement économique des personnes. Alors là, on n'est pas sur la question de poser des bombes ou partir en plein milieu de la nuit
en risquant sa vie, mais simplement à prendre des décisions au niveau industriel. Moi qui suis ingénieur, ça me fait beaucoup marrer. Des décisions industrielles qui sont absurdes. Et en l'occurrence, par exemple, on mettait la personne qui est la plus mauvaise de l'usine sur la machine qui était la plus compliquée. Et donc, en fait, la machine était toujours en panne et les produits ne fonctionnaient pas. Et c'était délibéré. Je suis toujours en train de m'imaginer ce pauvre bonhomme qui d'un coup se retrouve parachuté sur une machine qu'il ne comprend pas, qui se dit mais pourquoi ça me tombe dessus. Peut-être même qu'il en était fier, hein. Peut-être qu'il dit oui mais c'est grâce à moi, tout ça, là. On donne le plus grand truc, avec les bons ouvriers à côté qui étaient mis sur le côté, on dit mais pourquoi lui il passe devant. Et puis en fait le truc qui bloquait et c'était voulu. Et ça signifie qu'en fait la résistance est une forme de et peut être aussi une non-action. Ça peut être aussi une forme de passivité. Mon grand-père il racontait cette anecdote aussi ici à Bocandini avec c'était 3-4 sur le bord de la route avec des Allemands qui demandaient la route et ils ont montré une mauvaise route. Et ben quelque part c'était un acte de résistance. Ben, les Allemands quand ils sont revenus, ben ils en avaient marre d'avoir perdu leur temps avec des fausses indications. Et bon, ils ont quand même risqué quelque chose parce que ben, c'était pas simple. Et en plus, ils avaient fait perdre du temps à l'occupant. Alors, je parle ici de l'occupant. Donc cette charité, il faut aussi admettre que parmi le peuple allemand, des personnes ont fait acte de charité, comme il y a eu des collaborateurs français qui soutenaient le nazisme. Et donc c'est aussi un travail de mémoire qui n'est pas encore fait, d'essayer de ressortir en fait les acteurs qui ont lutté pas simplement contre le nazisme, mais qui ont une forme de charité par rapport aux populations qui étaient victimes de près ou de loin de l'oppression. Donc voilà, donc ça c'est l'aspect de la charité et la quiétude, où la paresse en fait va utiliser sa propre souffrance à un moment donné pour culpabiliser les autres, pour découvrir ce qui va être les failles des individus en face de soi, pour trouver les mécaniques qui permettent de toucher les autres. Et donc il y a un grand combat où ben oui, voilà, ça c'est des choses qui sont c'est des grands combats qui sont là-dessus. Et, pour revenir à des faits divers de notre époque, par exemple les harcèlements dans les transports en commun, des, des, des vols, des choses comme ça, ben, des fois le simple fait de regarder la scène, le simple fait de rester immobile, simplement, de ne pas bouger, des fois va gêner la personne qui va venir abuser ou opprimer une autre personne. Il va se sentir gêné et de ce fait, rien qu'une attitude même passive va gêner en fait la personne qui est en train de faire souffrir une autre personne. Donc voilà, pour dire qu'en fait que même la passivité peut être un acte de résistance et que la charité peut amener en fait à la passivité de façon saine et de façon bienveillante. Voilà, et de façon loyale aussi. Bon, c'est inutile de faire ceci, cela, parce que ben, voilà, il y a des choses qui sont au-delà de ce qu'on peut faire. La dépendance technologique, la dépendance à la mode, la dépendance à l'ascenseur social, toujours vouloir monter, jamais accepter de descendre, bah, c'est toutes des choses qui sont des grandes sources de souffrance et qui provoquent des graves maladies, etc., sans être pour autant dans le laxisme et le laisser aller. Voilà, donc je tenais à vous faire cette dernière vidéo hein, sur la vertu la plus élevée qui est la charité, et agir envers cette charité. Et puis forcément cette paresse où l'intelligence, je dirais, d'une personne est utilisée à mauvais escient. Et donc c'est ça qui pour moi caractérise le démon. Hein. Le démon va utiliser la souffrance des autres, va développer cette souffrance, va inscrire cette souffrance dans la durée, et donc par conséquent, oui, quelqu'un qui est dans la charité va être un ange ou un saint,
comme quelqu'un qui utilise la souffrance des autres serait un mécréant. Hein, bon. On pourrait encore développer à quel niveau ceux qui traitent les autres de mécréants sont eux-mêmes des mécréants, mais c'est un équilibre entre l'un et l'autre, et donc c'est un combat. Et donc plus on avance, plus on penche d'un côté, plus on penche de l'autre. Il est rare dans un combat, et ça correspond un peu à chaque vertu, de se trouver dans un entre-deux ou dans une grande neutralité. On est souvent d'un côté ou de l'autre. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous invite à sonner la cloche si ça vous a plu, de mettre des pouces, de mettre des commentaires sympas, puis même des débats, hein, voilà. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.